Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, je vais vous faire la deuxième audio sur la sexualité. Et là, on avait regardé sur une audio précédente la sexualité dévoyée. Et on va vers le thème de la sexualité sacrée. Et dans cet audio-là, je vais vous essayer de voir avec vous comment on passe de cette sexualité dévoyée à la sexualité sacrée. Donc finalement, le pont vers la sexualité sacrée. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on va se mettre en route soit seul ou seul, soit en couple? Bon, et avant de démarrer, j'aimerais prendre vos nouvelles. J'ai bien conscience que si vous écoutez toutes les audios depuis le début juillet, ça doit brasser. Ça doit brasser parce qu'on a parlé de sujets brûlants. Le sujet de l'amour, le sujet du couple, le sujet d'être mère, le sujet de la famille, des enfants. Et là, on est en train de parler du sujet de la sexualité. Je sais que dans tous ces sujets-là, on est au cœur même du foyer où ça chauffe le plus chez les hommes et chez les femmes. Et si dans l'énergie de cette roue, tout d'un coup, tout est condensé en un mois, c'est pas pour rien. On pourrait prendre notre temps et parler de tout ça sur une année, par exemple. Mais dans l'énergie de cette roue, si tout a été condensé au mois de juillet, c'est pas pour rien, c'est pour nous faire basculer en août. Et il est possible que ça brasse un peu beaucoup, voire que vous lâchez un peu prise sur les audios. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se met en route? Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé qu'on avait tous comme un personnage sexuel. C'est-à-dire quand on rentrait dans la notion de la sexualité, tout notre corps s'animait d'une certaine façon, nos émotions, nos pensées, nos comportements, et qu'on devenait ce personnage sexuel. C'est cette énergie sexuelle qui nous anime à ce moment-là et qui nous fait être ce qu'on est. Quand on comprend cela, à un moment, on va comprendre quelque chose de plus grand. C'est que cette énergie sexuelle, c'est vraiment de l'énergie de vie. Et que finalement, elle nous anime en sous-jacent 80-90% du temps de notre journée. Et quand on comprend cela, on comprend mieux pourquoi, parfois, on est dépressif, on n'a plus envie. On n'a plus envie de notre vie, on s'ennuie, etc. Parce que dans notre énergie de vie, dans notre élan de vie, dans notre élan du désir, c'est éteint. Regarde, je vous montre un petit peu. Dans la société, l'énergie sexuelle, elle est partout. Tout est sexualisé. Les pubs, le moins de parfum que vous l'achetez, c'est un homme ou une femme sexuelle. Toute l'industrie du vêtement tourne autour de ça, les cosmétiques. Tous les comportements des hommes et des femmes tendent en sous-jacent de vouloir plaire et de vouloir provoquer l'union. Si je prends les hommes, par exemple, pourquoi ils achètent une belle voiture? Alors peut-être qu'ils vous répondront, bah parce que ça me plaît. Et pourquoi la femme, elle se met une belle robe ou une belle jupe quand elle sort? Pourquoi elle se maquille? Pourquoi elle se met du vernis aux ongles? Pourquoi on se met du parfum? Pourquoi la femme, elle se met de la crème pour pas que sa peau
prendre trop de rides. Parce que ça me plaît, parce que je fais ce que je veux. Pourquoi elle se met des beaux bijoux? Parce que je vais être belle. Mais pour moi, c'est pas forcément pour les hommes. Mais en sous-jacent, dans l'inconscient, on est tous poussés par ce désir inconscient extrêmement profond qui est le désir de se rencontrer. La femme a le désir de rencontrer l'homme et l'homme de rencontrer la femme. Même si on est en couple. Hein. Pour l'homme, c'est de montrer sa puissance. L'homme, au fond de lui, veut séduire les plus belles femmes de la société. Donc, il montre sa puissance en ayant une belle voiture, une belle maison, de l'argent, une belle cravate, un beau costume de banquier. Et dans certains milieux, ça fonctionne. Ça peut être aussi, j'ai un beau corps, bien musclé, je fais la muscu tous les jours ou 2-3 fois par semaine. Et donc, je te montre que je suis puissant. Et ça peut fonctionner. Il y a des femmes qui se disent « Waouh, il a un beau corps musclé, il me drague, je suis très charmée. » En fonction des milieux, les hommes, ils ne vont pas montrer leur puissance de la même façon. Mais de manière générale, en sous-jacent, c'est ça. Et les femmes, elles vont être attirées par les hommes puissants. Et les hommes, eux, ils sont attirés par le physique des femmes. Donc les femmes, elles le savent et elles veulent être belles. Et donc elles vont alimenter toute l'industrie de la mode, des cosmétiques et de tout ce qui va faire en sorte qu'une femme va être de plus en plus belle ou va essayer de garder une forme de beauté. Ce dont je vous parle là, je ne l'invente pas. Il y a des analyses sociologiques qui parlent de ça, des analyses psychologiques, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, ces forces qui nous régissent dans l'inconscient finissent par nous ennuyer. Il y a comme parfois une conscience qui surgit à un moment. Et c'est souvent quand on va pas bien. Quand on va pas bien, on sort plus, on veut plus se maquiller. On se met en pyjama. Et en sortant ses poubelles, on rencontre un homme qu'on ne connaît pas dans la rue, comme ça. C'est souvent comme ça que les rencontres se font. Hein. Les vraies rencontres, on n'est pas forcément habillé de la meilleure de nos... on rencontre pas forcément la personne alors qu'on avait mis nos plus beaux atouts. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ça, de ce conditionnement, il y a le cœur. Il y a le cœur qui aussi nous appelle. Et on a envie de vérité. On a envie de liberté à être. Et il y a la conscience qui essaye de nous amener ailleurs. Et comment on va changer ça? Eh bien, c'est en acceptant l'autre au-delà de son élan premier. Sans renier l'élan premier, bien sûr. On est conditionné comme ça. On peut se faire belle, nous les femmes, se mettre des bijoux, se maquiller, une belle robe. Ça, c'est l'élan premier. Mais au-delà de ça, ce que je suis, c'est quand je suis toute nue. Et qu'est-ce qui nous pousse à aller dans quelque chose de plus sacré? C'est comme tout d'un coup l'envie d'enlever toute cette superficialité et d'aller dans cet espace de vérité du cœur et de la rencontre.
Parce que finalement, on s'aperçoit que tout ça, c'est se nier soi-même et c'est se rendre objet. On se rend objet désirable pour les hommes avec tout un tas d'objets de techniques, et les hommes aussi utilisent des objets pour se rendre désirables pour les femmes. Et l'homme, il a le désir d'être reconnu juste pour sa simple puissance de vie. Et c'est là où tout d'un coup, il va lâcher tout ce côté superficiel. Il va revenir à qui il est. Et là, il va rencontrer sa part féminine. Parce que les hommes, en voulant être reconnus par les femmes comme étant très beaux et très puissants, ils ont nié leur part féminine. Ils se sont blessés. Mais ils ont aussi nié la part féminine des femmes. Parce qu'il y a vraiment des hommes qui sont dans leur côté un peu extrême du masculin, qui réellement ne voient plus le côté féminin des choses, ni des femmes, ni de la vie. Et tout d'un coup, il y a comme un écroulement de tout cet échafaudage qu'ils avaient mis dans leur vie, et qui masquait quoi? Leur impuissance, leur vulnérabilité, leur vérité. Et tout d'un coup, de se rencontrer dans leur vulnérabilité et de s'accueillir eux-mêmes dans leur propre fragilité, c'est vraiment un chemin de rencontre dans leur féminin, et qui se fait souvent pas sans souffrance. Pour que l'homme arrive à lâcher tout ça, et aller dans sa vulnérabilité et sa fragilité, c'est qu'il a vécu quelque chose qui lui a brisé sa cuirasse, sa carapace. Qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes? Ben, elles ont accepté, comme on l'a vu dans l'audio précédente, de s'adapter, et elles ont été meurtries dans leur chair directement, dans une sexualité qui ne les respectait pas, où elles se sont elles-mêmes pas respectées, où elles ont dit oui à des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient pas envie, d'une façon dont elles n'avaient pas envie. Et ça les a meurtries dans leur chair. Par ce masculin qui ne nourrissait pas le féminin. Finalement, il y avait comme un pacte entre l'homme et la femme, diabolique, où il reproduisait un mécanisme sociétal, avec de la domination du masculin sur le féminin. Et parfois, chez certains hommes, une telle domination qu'il y avait vraiment le féminin totalement nié. Et ils ne se rendaient même plus compte que ça existait. Dans cette forme de sexualité, l'homme y prend la femme. Et il ne sait pas ce qui gagnerait à s'unir à elle. Et à un moment, elle le sait. Elle le sait. Elle sait que ça suffit. Qu'ils sont en train de perdre leur temps, leur énergie, leur couple, leur relation sexuelle, mais leur relation affective et de couple. Et elle le sent au fond d'elle-même, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour elle et que ça pourrait être différemment. Mais elles sont prises dans ce schéma-là et elles l'expriment, elles ne savent pas le dire, en face, c'est pas entendu. Donc elles vont se nier elles-mêmes jusqu'à un moment où elles vont dire stop. Donc tout ce conditionnement dans le couple, dans la sexualité, créé par la société, va créer des blessures, encore plus que ce qu'il y avait au démarrage entre l'homme et la femme et dans la relation sexuelle. Il va y avoir une baisse de désir dans le couple et de plaisir. Il y a une non-communication dans le couple ou une communication inefficace.
Il y a un manque de compréhension entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la non-connaissance. Il y a de la non-connaissance sur la sexualité. On est une génération, ou plusieurs générations, où nous sommes en train de vivre un grand vent, le grand vent du changement sur la sexualité. On est en train d'apprendre plein de choses sur la sexualité qu'on ne connaissait pas. Et entre autres sur la sexualité féminine, sur comment fonctionne une femme, sur la sexualité en général. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des freins à cette bascule au niveau sexuel dans le couple ou dans la société? Parce que ce scénario se vit chez les femmes célibataires qui rencontrent des hommes célibataires, ça recommence au même endroit. Ce qui n'est pas évident, c'est que la sexualité, elle est vraiment ontologique dans notre vie. Elle est partout, dans tout ce qu'on fait et aussi dans tous les films qu'on regarde, dans beaucoup d'émissions. Il faut que tout soit sexualisé. Donc on est excessivement conditionné entre nous. Et puis, elle est engrammée dans notre système neurologique, dans nos réflexes, dans nos hormones, dans nos pensées, nos émotions, notre corps. Et du coup, pour en prendre conscience, il faut accepter d'aller traverser nos réflexes. Et dans les réflexes, il y a de l'angoisse. Alors, la première chose qui nous conditionne de manière ontologique, c'est finalement la morale. On en parle souvent dans la sexualité, mais en fait, on va vraiment la retrouver engrammée. Vous savez, des fois, bien sûr, quand il y a des problèmes sexuels, on peut aller travailler dans le système neurologique, voir s'il y a eu des traumatismes sexuels. Donc, on va faire à la personne des régressions de conscience, des techniques neurologiques pour aller voir ce qui se passe dans son inconscient. Et effectivement, on peut trouver des vrais chocs, des vrais abus et des gros chocs, par exemple de l'enfance, ou un viol qui ressurgit à la conscience. Des fois, des actes sexuels dans leur couple, où tout d'un coup, elles comprennent que c'était pas OK. Et je peux vous dire que le viol conjugal, il continue aujourd'hui, bien sûr. On n'est plus dans le devoir conjugal, on est dans le viol conjugal. C'est parce qu'il n'y a plus de devoir aujourd'hui, mais la femme, elle s'auto-abuse aussi, hein, parce qu'elle accepte des choses des fois, où dans son système nerveux, c'est vraiment pas OK quand on va le voir. Ça crée des chocs et des dysfonctionnements derrière. Ça crée des traumatismes. Mais on peut trouver tout simplement la morale qui bloque. C'est quoi la morale? Le jugement du bien-mal. Ça, c'est incroyable parce que la sexualité est vécue encore en France de manière engrammée dans nos profondeurs comme étant quelque chose de mal. C'est-à-dire l'idée même qu'on pourrait s'épanouir sexuellement dans un couple, c'est, pour la plupart des couples, c'est nié, quoi. Bof. L'idée même, on n'en parle pas à table avec nos amis, des fois avec nos amis c'est plus facile, mais avec nos parents, nos oncles et tantes, on ne parle pas de la sexualité, on ne parle pas de notre épanouissement sexuel, de notre éveil sexuel, de notre chemin sexuel en couple. C'est un sujet qui est nié, et si on en parle, on gêne tout le monde, ça se fait pas, c'est pas bien. Et ça va créer des contraintes à l'intérieur de nous, des barrières dans notre inconscient, des verrous. Et tout ce qui était en lien avec la sexualité a été beaucoup conditionné par les prêches de tout le clergé de toutes les églises. Et on va vraiment retrouver une culpabilité engrammée dans l'inconscient de beaucoup de personnes comme étant pas bien l'idée même de vouloir s'épanouir sexuellement. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Il faut qu'on aille lever ça en nous. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien de s'épanouir sexuellement? Pourquoi c'est sale? Pourquoi c'est mal?
Mais c'est encore très très présent, hein. C'est pas juste comme ça de la théorie, c'est vraiment très très présent. La deuxième notion qui fait qu'on bouge pas vers une sexualité plus sacrée, ben, c'est l'ignorance. Comme on n'en parle pas, on ne sait pas que ça existe. Alors, on espère que dans quelques 10, 20 ans, ça va avoir changé. Ça change, ça déjà. On en parle de plus en plus, je pense. De plus en plus de livres, de vidéos, de conférences sur tout ça. On intègre la sexualité taoïste, hein, c'est la sexualité énergétique. Et on pourrait dire que notre génération, c'est comme si c'était un peu le creuset d'une conscience qui essaye de se diffuser, comme quoi la sexualité sacrée est possible. On verra ce que c'est la sexualité sacrée dans un autre audio. Mais je peux déjà vous dire que c'est l'intégration du spirituel et du sexuel. Et que ça, c'est non seulement possible, mais extrêmement important, extrêmement guérissant, extrêmement fédérateur dans un couple, et que c'est une chaudière, un moteur d'énergie dans le couple et dans l'amour du cœur. Le troisième frein qu'on va retrouver, ben, ce sont nos blessures intérieures, les blessures sexuelles et tous ces conditionnements dont on a parlé dans le premier audio, beaucoup reliés à notre corps qui a été nié ou transformé en machine. Certaines personnes sont conditionnées dans leur corps, comme quoi leur corps c'est mal, c'est malsain, et elles ne sont pas bien dans leur corps. Le corps est rejeté. Elles ne sont pas véritablement incarnées. Ou alors d'autres personnes, elles ont travaillé leur corps comme une sculpture, avec de la musculation, des abdos par-ci, chirurgie esthétique, régime dans tous les sens, etc., etc. Et du coup, notre corps on n'est pas dans notre corps. Notre corps est un objet. Et la sexualité venant réveiller notre corps et venant lui donner toute sa place dans l'éveil du corps, en fait, et de la conscience par le corps, eh bien, on n'y va pas parce que notre corps, on l'a façonné. On n'est pas prêt encore à l'intégrer comme étant une partie vivante de nous-mêmes. On est cuirassé dans notre corps et dans notre psychocorporel, la façon dont on est en lien dans notre psyché avec notre corps. Et puis, il y a toutes ces blessures émotionnelles, psycho-émotionnelles. La blessure de non-reconnaissance, d'abandon, de rejet, de trahison, tous les jugements, toutes les injonctions négatives, tout ce qu'on se raconte sur nous. Alors, si on regardait un petit peu quels étaient les plus grands freins chez les hommes et chez les femmes, pour aller vers une sexualité sortie du bien faire et du faire, et de la superficialité comme elle est encore aujourd'hui dans notre société, l'homme, il doit intégrer sa puissance réelle, pas superficielle. Donc, il a un travail de redressement à faire en lui, tout en étant dans l'accueil du vulnérable. Et là, on est vraiment dans un homme qui veut aller dans cet espace de rencontre et d'alliance du féminin et du masculin. Et pour beaucoup d'hommes, ce sont des freins. Ça, c'est un frein d'aller rencontrer son vulnérable et de travailler en vérité à l'intérieur de lui sa vraie puissance. Pas celle qu'il montre à l'extérieur, mais celle qu'il a à l'intérieur de lui. Et en travaillant cette puissance, chez l'homme, soit il peut avoir des accès de violence, soit s'il va trop dans l'accueil de son vulnérable, il va perdre sa puissance et il va devenir un gentil garçon. Et le travail chez les hommes, c'est d'être dans l'équilibre entre les deux. Et c'est pas évident pour un homme, c'est courageux d'aller se tourner dans cet espace-là et d'aller se rencontrer dans cet espace-là.
d'être cet homme qui tient sa puissance tout en étant dans l'accueil du vulnérable, le sien et celui de l'autre. De rien vouloir changer chez la femme. De ne pas vouloir trouver des solutions pour pas qu'elle pleure ou pour pas qu'elle se sente vulnérable. Mais d'être juste dans l'accueil du vulnérable de sa femme, dans sa puissance et dans l'accueil de son propre vulnérable. Il va pouvoir se mettre en empathie, en sympathie, en compassion avec elle, parce qu'il est relié à son propre féminin, à son propre cœur. Donc il va avoir tout un chemin de rencontre avec lui-même dans son cœur. On avait vu dans notre roue chamanique, c'est le mois de mai qui a invité notre masculin à faire ça au milieu, de revenir dans l'écoute de notre cœur et dans l'écoute de notre corps. Et puis, la femme, elle, l'étape qu'elle a vraiment passée, qui peut vraiment la bloquer, c'est les jugements qu'elle a sur elle-même. Soit elle se sent incapable, parce qu'elle voit dans les films qu'elle n'est pas comme ça. Elle a l'impression quand elle parle avec ses amis que ses amis, c'est des bombes de sexe. Quand elle est dans la rue, qu'elle prend le bus, qu'elle voit les pubs de parfum, enfin tout le monde est... Voilà, il y a qu'elle qui est une pauvre femme. Donc en plus, si elle n'en parle pas, et si personne ne lui a dit que c'était en fait, beaucoup de femmes étaient comme ça, elle croit qu'elle a un problème. Donc soit elle se dit qu'elle est incapable, et elle va s'enfermer dans une non-estime et une peur panique, d'aller rencontrer la vérité en elle-même, sa vérité de sa médiocrité sexuelle. Soit, si elle se lâchait dans sa puissance de femme sexuelle, elle deviendrait une femme comme ça, sauvage, sexuelle, elle deviendrait comme une pute, quoi. Et dans sa psyché, elle peut pas se lâcher sexuellement. Par exemple, si qu'est-ce qui va faire qu'une femme va prendre un amant si elle est en couple? C'est qu'à un moment, dans la rencontre sexuelle avec son compagnon, c'est très pauvre. Elle ne peut pas s'exprimer comme elle est. Et par contre, il y a de l'attachement, il y a des enfants, il y a une forme de stabilité de vie. Elle va rencontrer un homme où il va se passer, parce qu'elle a une libido qui appelle, et elle va rencontrer un homme où il va se passer une attraction magnétique, et en prenant un amant, et en se lâchant, parce qu'elle n'a plus peur du jugement avec lui, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. C'est juste pour le plaisir. Eh bien, tout d'un coup, elle va se rencontrer dans un espace de jouissance. Et elle va se rencontrer sexuellement. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on prenne des amants. Je dis que ça arrive, et c'est souvent pour ça. Quand un homme vient me voir au cabinet et me dit « Je crois que ma femme me trompe », il y a des frustrations sexuelles souvent quand j'écoute. Ça ne va pas dans la sexualité. Ben oui, je comprends. La sexualité, c'est des pleins des vies dans des vases, c'est du transfert d'énergie. Simplement, dans le couple, ça nous invite vraiment à progresser là-dedans, mais il va falloir vraiment, vraiment, vraiment accepter d'écrouler notre personnalité sexuelle conditionnée. Tout ce qu'on croit, tout ce qu'on se raconte sur soi, sur l'autre, sur comment ça devrait être, etc., que c'est moi qui ai un problème, c'est elle, etc., pour qu'on se rencontre vraiment dans notre authenticité. Alors, c'est là où tout d'un coup, il y a quelque chose qui dit, ben, il faut que ça change. Alors, bien sûr, il y a un dernier écueil, autant chez les hommes et chez les femmes, c'est la peur. Si on allait dans une sexualité, si on mettait du temps et de l'énergie dans nos relations sexuelles, dans notre couple, par exemple, on aurait peur d'être juste le jouet de l'autre, le jouet sexuel. Vous savez, voilà, on va dans la sexualité et puis l'autre, il me dit, t'as qu'à me faire ci, t'as qu'à me faire ça, et fais ci, comme ça, et truc. C'est pas très intéressant à un moment. C'est je suis le jouet de l'autre, et où à un moment, il va me le rendre, il sera mon jouet, mais j'ai pas envie d'être juste cette femme d'un soir pour lui, si c'est une rencontre comme ça,
Ou si dans la sexualité avec mon compagnon, je deviens un objet sexuel, il n'y a plus d'amour en fait. Dans la relation, il y a tout qui s'appauvrit. Je ne suis plus qu'un objet. J'ai plus envie de ça. Et puis l'homme, lui, il a pas envie non plus d'être objectisé par la femme. C'est comme si elle allait l'enfermer dans sa matrice, hein, dans son nid. Il n'a pas envie d'être enfermé, l'homme. Il va se sentir piégé par la femme. Et donc, tout ça fait qu'il y a de l'évitement et que, eh bien, on ne parle pas de sexualité jusqu'au jour où. Alors, alors ce jour où il y a la rupture, là, il y a le avant et après, c'est plus possible. Il y a un moment où il y a un point de non-retour. Et l'un ou l'autre, ou les deux, se disent, de toute façon, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, ben, je suis OK d'amorcer un changement et tant pis si je suis rejetée, si tu m'abandonnes, si... Voilà, c'est toutes les peurs, les scénarios relationnels s'écroulent et il y a un état de crise qui se met en route, il y a des choses qui se disent. Et tant pis s'il me rejette, tant pis s'il va voir ailleurs, tant pis s'il m'aime plus, tant pis s'il m'abandonne, tant pis s'il me juge, je peux plus là. Et c'est tout un travail émotionnel qui va se mettre en route. Il y a comme un désengagement qui se crée. Je me désengage de tout dans lequel je m'étais engagée avec toi. Je veux plus aller dans ce genre de sexualité. Je veux plus aller dans ce genre de relation entre nous. Parce que ça m'apporte plus d'inconvénients que de bonheur. Donc on en parle. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont moins de désir que d'autres et que d'autres ont plus de désir que d'autres. Que du coup, peut-être que celui qui avait plus de désir est parti ailleurs aussi, et après des amants, et ça a mis des ruptures de confiance dans le couple. Et donc, il y a eu des expériences pas très heureuses entre nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça? Et donc, tout d'un coup, il n'y a plus d'évitement. Il y a eu un évitement pendant un moment du sujet, et tout d'un coup, un jour, on n'évite plus d'en parler. On en parle. Souvent, c'est dans l'état de crise, mais au moins, le mérite, c'est qu'on va en parler. Alors, quand les personnes viennent me voir au cabinet de manière individuelle, on s'aperçoit quand on gratte encore dessous tout ça, qu'il soit seul ou en couple, les personnes, c'est que l'homme, sa peur la plus profonde, c'est que le désir de la femme soit comme le désir de sa mère. Et il a l'impression que s'il va dans une sexualité où il est plus en lien avec le désir de la femme, il se soumet à sa mère. Il fait une projection sur la femme de sa mère. Et donc, c'est une façon de dire non à la femme, c'est de reprendre le contrôle sur sa mère, sur la femme. Il ne va pas se refaire avoir. Et souvent, les femmes, à force certaines d'avoir eu plusieurs couples ou plusieurs expériences sexuelles ou plusieurs rencontres et de coucher dès le premier soir avec n'importe qui, il y a un moment où elles ont eu des expériences tellement malheureuses avec des hommes maladroits et parfois violents, elles ont comme un grand dégoût de tout ça. Elles n'y croient plus, quoi. Et quand on leur présente qu'il y a une autre forme de sexualité, elles ont tellement rencontré d'hommes qui ne sont pas du tout là-dedans qu'elles ne croient même pas que ce soit possible pour elles et que ça puisse exister et que ça puisse exister pour elles. Elles ne croient pas qu'elles vont rencontrer un homme comme ça. Il est comment cet homme qu'elle rencontre, la femme, la plupart du temps? Ben,
il part avec son propre désir et il ne fait pas attention à la femme. Et la femme, elle se sent meurtrie, niée. Et donc la femme va s'adapter, elle se dit toujours que ça va changer. Et ça ne change pas. Et au bout d'un moment, elle en a marre et donc elle dit non. Elle dit je suis fatiguée, j'ai plus envie. Et badaboum, et le scénario se répète comme ça à l'infini. Sauf si un jour, elle rencontre un homme initiateur qui va la faire, elle, se rencontrer en tant que femme dans la sexualité. Parce qu'on va voir que l'état sexuel de la femme est naturel, en fait. Il n'y a rien à retrouver, il y a juste à vivre une vraie rencontre libre avec un homme et déconditionnée. Donc finalement, le rôle de la femme est considérable dans cette bascule, que ce soit dans son couple ou dans la société. Parce que d'une certaine manière, c'est dire que oui, nous femmes, on a le droit aussi à la jouissance sexuelle, à la sexualité qui est la nôtre, la sexualité féminine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les femmes réagissent aujourd'hui tout d'un coup en se disant « mais mince, j'ai pas envie de cette sexualité » et je dis non. Peut-être parce qu'elles ont entendu ailleurs des copines en parler ou elles ont lu une revue féminine ou il y a de plus en plus de communication qui est fait là-dessus. À un moment, la femme, elle dit « moi, j'ai plus envie » et elle en parle à son compagnon qui, lui, se bute, se bloque et elle aussi. Voilà, elle dit « moi, c'est fini ». Pourquoi tout d'un coup la femme pourrait faire ça? Mais parce que nous les femmes, on a déjà fait cette bascule dans la société avec la lutte féministe. Et ça prend encore plus de temps avec MeToo actuellement, etc. Où tout d'un coup, il y a une colère chez la femme qui exprime son droit d'obtenir des droits sociaux, puis là, sexuels, d'égalité aux hommes. Et puis, tout d'un coup, les femmes, en s'exprimant dans la société, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont porteuses d'une vision du monde féminin, d'une énergie particulière, d'un point de vue particulier, qui est le point de vue du féminin et qui est différent du point de vue du masculin. Or, la société étant patriarcale et très masculine, on avait le point de vue du masculin. Mais tout d'un coup, dans cette rébellion, les femmes se sont rebiffées, vous savez, c'est l'énergie de juin. Et tout d'un coup, en écoutant, on s'aperçoit que les femmes ont tout un point de vue, une vision et il y a tout un monde du féminin qui est là et qu'on ne voyait pas avant. Et là, je parle de quelque chose qui est encore différent du mouvement du féminisme. C'est le principe du féminin qui va se libérer, s'incarner dans des gestes, dans une manière d'être, une façon de penser, et même dans la sexualité. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans les femmes, dans la sexualité, les femmes vont revendiquer le fait qu'elles soient différentes des hommes. Et puis, ce faisant, les hommes se sont rendus compte aussi qu'ils avaient une part féminine en eux. Et donc, petit à petit, dans cette génération qu'on est en train de vivre là ensemble, et dans cet éveil qui est en train de se passer actuellement, on s'est rendu compte que tout simplement, nous avions une part masculine et une part féminine dans chacun d'entre nous, et que cette partie féminine et masculine, elles étaient juste destinées à s'unir. C'était ça le désir profond du couple, c'était de se rencontrer dans nos parts féminines et masculines, et de faire écrouler tout le scaphandre, toutes ces forteresses, ces murs de forteresses qu'on avait érigés pour ne pas y aller, tous ces cuirasses. Et du coup, on a compris petit à petit que si on voulait pouvoir s'unir en toute simplicité dans notre masculin et féminin comme on est, eh bien, il y avait un travail intérieur à faire, un travail d'écroulement de nos cuirasses. Et ça, c'est dans le corps que ça se passe, c'est dans le corps. Alors dans la psychologie, évidemment, et c'est le but de ce genre d'audio, de commencer à modeler la psychologie des gens, mais aussi dans nos réflexes,
dans nos hormones, dans l'engrammage de nos comportements, dans nos corps. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un chemin à l'intérieur de nous, un élan, qui constituait à unir nos polarités intérieures d'une part et d'autre, et à nous unir, hommes et femmes, l'un avec l'autre, sans qu'il y ait quoi que ce soit de supérieur à l'autre. Chacun étant porteur d'un principe différent, d'une énergie différente, d'une place, d'un rôle, d'un personnage différent, et que si nous savions nous accoupler, nous unir, nous unifier, nous rencontrer, eh bien à nous deux, tout seuls, on recréerait ce grand œuf cosmique qui est l'union du masculin et du féminin divin. Et je crois que la bascule dans l'idée qu'il y a une sexualité sacrée, elle est là aujourd'hui. C'est vraiment tout d'un coup de prendre conscience que on n'est pas que des personnes robotiques, programmées, formatées, métro, boulot, dodo, formatées dans nos comportements, mais qu'on est aussi des êtres spirituels avec une âme, des désirs, et tout d'un coup de se dire, mais on fait quoi de notre vie? On va où là? Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réalise en fait dans la société, qui fait qu'on peut en parler aujourd'hui publiquement. C'est que finalement, la sexualité, c'est la base de toute chose, et c'est comme un processus alchimique. Que finalement, faire l'amour, c'est pas juste prendre du plaisir physique, mécanique, technique, ou c'est pas juste pour faire des enfants, même si les deux, c'est ok, c'est très bien, et on verra que dans la sexualité sacrée, la notion de plaisir est très importante. Mais qu'au-delà de ça, eh bien, en fait, on participe à la grande œuvre cosmique. Et en apprenant à écrouler tout notre ego, et en se rencontrant dans notre nudité, dans notre être intérieur mis à nu, dans notre espace des vulnérables, dans notre féminin, dans notre cœur, à cœur ouvert, eh bien, on est là dans le principe du féminin divin. On est dans l'amour cosmique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on bascule d'une sexualité dévoyée, comme je l'appelais, à la sexualité qui tend à aller vers une sexualité sacrée? Eh bien, très souvent, ça passe par le nom d'une femme. Et parfois, c'est un nom ferme et définitif. Avec le nom non négociable, je ne recommence pas, je me respecte. Je me respecte. Et ce qu'on fait là, ça ne me respecte pas. Et j'ai profondément l'intuition en moi qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, qui est beaucoup plus féminin et que c'est pas ça. Alors, si j'ai entendu parler que ça existait, encore plus, je vais pouvoir tenir mon nom, mais tenir le nom et refuser de continuer à aller dans quelque chose qui ne nous respecte pas, pour tout ce que nous avons évoqué précédemment, tout d'un coup, s'ériger en nous et dire, tant pis, mieux vaut tout perdre que continuer à plus me respecter dans ce que j'ai de plus sacré en moi, le féminin divin. Et je suis porteuse de ça, je suis porteuse de quelque chose d'énorme, d'une énergie d'amour énorme, d'une énergie de rencontre énorme, d'une énergie d'harmonisation énorme. Mais si je ne le mets pas au service de mon couple, de ma sexualité, de ma vie, eh bien, il n'y a plus de sens à être une femme, je perds tout. Alors non, je vais reprendre mon pouvoir du féminin et je vais le mettre au service de mon couple. Et ça va faire des vagues, peut-être. On va changer de façon de faire. On va aller dans le plus de respect du féminin. Et l'homme, il va se rencontrer aussi là-dedans. Il va se rencontrer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui avec cet audio. Le pont vers la sexualité sacrée, il est là. Alors, je vais nous donner un petit peu de connaissances. Je vais vous... Dans l'audio suivante, je vais vous parler du tantra. Qu'est-ce que le tantra? Puisque le pont vers la sexualité sacrée en France est souvent fait par l'intermédiaire du tantra, de l'enseignement du tantra en France. Et puis ensuite, on ira
on continuera le chemin de la sexualité sacrée comme il nous est enseigné dans ce conte amérindien, dans ces énergies d'enseignement des femmes amérindiennes. On ira voir la définition de la sexualité sacrée, comment ça se passe concrètement, énergétiquement. Et puis, je vous proposerai, non pas quelques exercices, parce que ce n'est pas le but de ce podcast, mais une vision de comment concrètement on fait pour changer. Et qu'est-ce que ça génère derrière quand on va dans ces pratiques-là? Qu'est-ce qui se transforme dans notre couple? Voilà, donc il y a encore plein de belles choses à se raconter. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite.